Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue au podcast Jamais assez. Cette semaine, on a la chance de recevoir Amanda Berger, qu'on a reçu, mon collègue Philippe et moi, pour parler de gravel. On va parler de gravel bike, mais pas que. On va parler d'ultra-distance, on va parler de l'avenir de la discipline, de la culture qui entoure cette nouvelle discipline, en fait, qui n'est pas nouvelle, mais qui est très effervescente en ce moment. Amanda, c'est qui? Ben, c'est quelqu'un qui a complété plusieurs courses, qui a fait des top 10, des top 20 et qui s'est distingué à l'international dans des courses de gravel. Donc, voici son palmarès. Amanda a complété la course Badlands, une course de 800 km avec 16 000 mètres de dénivelé dans la Sierra Nevada, une course extrêmement exigeante qui est très, très connue dans le monde de l'ultra-distance en gravel bike. Elle a également fait un top 20 à la course Traca 360, qui est une course de plus en plus connue dont, justement, elle nous parle dans le podcast. Elle a également réalisé une impressionnante deuxième place à la course Road to Desolation en 2024. Finalement, elle a participé au championnat du monde de gravel bike. Elle a aussi fait partie, en tant que coureuse, de l'équipe la Team Standard, qui est une compagnie de vélo que vous connaissez peut-être. Mais aussi, c'est vraiment une fille qui a fait beaucoup pour la communauté de Fixed Gear. Donc, c'est vraiment une fille qui est intégrée dans la culture puis qui connaît vraiment ça de fond en comble. Ça fait plusieurs années qu'elle est passionnée de vélo et vous allez voir la discussion qu'on vous présente aujourd'hui est remplie d'expériences, de culture vélo. Puis on se questionne sur des enjeux finalement qui se sont révélés beaucoup plus profonds qu'anticipés. On est très content d'avoir reçu Amanda. Elle nous a livré une entrevue très généreuse. Elle nous a parlé de beaucoup de choses. Alors, j'espère que ce podcast va vous plaire autant qu'à nous qui l'avons réalisé. Avant de vous laisser l'épisode dans les oreilles, s'il vous plaît, aidez-nous à nous faire découvrir par la communauté cycliste en nous laissant votre avis 5 étoiles ou en nous laissant un commentaire. Vous allez rendre service à notre belle et grande communauté cycliste ici au Québec et en Europe francophone. Merci. Bonne écoute. Comment tu commençais tes podcasts dans le temps que tu avais un podcast? On disait la merde. C'était comme ça que ça commençait? Ben, tu vois, nous, on a exploré ça, Phil puis moi, là, dire de la merde, mais on l'a mis plus à la fin. Puis on l'a pas encore posté, fait qu'on sait pas si les gens vont aimer ça. C'est sûr. Mais c'est-tu Non, on avait comme un intro, genre « Welcome to the Slow Spin Society podcast ». C'était un peu cringe, mais c'était drôle. Ben, ça faisait la job. Puis est-ce que vous aviez genre un plan de match structuré à chaque fois que vous parliez? Parce que, ouais. On avait tout le temps des thèmes. Des thèmes? Genre un topic qu'on allait jaser. Par exemple, si des fois, on avait comme des athlètes, des fixie goons dans l'industrie qui venaient sur nos podcasts, puis parlaient de leur event ou leur course. Des trucs de même. Puis ça, c'était quelle année? 2022-2023. OK, c'est quand même récent. Récent, ouais. Puis la culture fixie, elle a comme évolué comment dans le je sais pas, moi, on dirait que ma culture fixie, c'était comme... hé là là, je me suis acheté un fixe. Que c'était loin, genre? Ben non, mais je me suis acheté un fixe, puis genre, c'était peut-être en 2010. Ouais, mais... Puis là, après ça, j'ai découvert un peu iBike quand je suis arrivé à Montréal en 2013-14. Mais je pense que le fixe, je pense que le road a pris beaucoup de la place, mettons, des gens qui faisaient du fixe. Le gravel, c'est le nouveau fixe, genre. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est l'intro du podcast. Le gravel, c'est le nouveau fixe. Mais non, mais c'est parce que toi, t'arrives de cette culture-là, puis tu sais, là, nos micros sont partis, fait qu'on est good pour... on trouvera où est-ce qu'on met le début, là, mais je pense que le gravel, c'est le nouveau fixe. C'est pas mal la meilleure quote que je pensais pas qu'on allait sortir. Mais bienvenue au podcast, Amanda. Allô, merci de m'avoir. Allô, bienvenue Salut. au Fixigoon podcast. Yo. Vous avez fait combien d'épisodes de ce podcast-là? Une centaine, plus qu'il y a 200, je pense. On a fait ça pendant 3 ans environ. Ouais. 2 ans, 2-3 ans. C'était quoi le retour de la communauté? Parce que tu faisais tout ça parce que, genre, le podcast que tu produisais, il n'existait pas? Ou tu faisais ce podcast-là pour toi? Il n'y en avait juste pas de podcast vraiment de fixe. Puis on voulait pas que la culture du fixe meure. Ouais. Donc, ouais. Mais en fait, c'était un ami de Paris puis un autre ami de Londres. Puis c'était genre des gars qui roulent vraiment fort en vélo, qui font des tricks. Un peu du FGFS. Oh, FGFS, c'est du Fixed Gear Freestyle. OK. Moi, je fais pas vraiment ça. Ben, non, pas du tout. Mais eux, ils font comme des fish and chips,
C'est comme un peu comme du BMX, mais sur un fixe. Puis ouais, c'était comme vraiment des nerds. Puis t'es full dans cette culture-là. Donc j'ai embarqué dedans avec eux, ce podcast. Puis on a fait ça pendant 2 ans, 3 ans. C'est quoi ton premier bike, ton premier fixe? Mon premier fixe, c'était plein de components différents que j'ai construits durant le cégep, genre début de l'uni. OK. C'était genre un hexagone cadre. Ça existe même plus, cette marque-là, mais c'était comme Hexagon Cycles. OK. Un cadre, je pense, de l'Asie, en alu, avec une fourche carbone, un petit track frame. Bien rigide. Ouais. C'est ça. T'arrivais de où avant le fixe? Genre, toi, ton histoire de vélo, elle commence où? Ça commence au cégep. Okay. Un peu plus tard. J'avais genre 18, 17 ans. Je faisais du commute pour aller au cégep. Mais avant ça, je faisais tout le temps du sport de haut niveau, très compétitif pendant que j'étais jeune, au primaire puis au secondaire. Je faisais basket AAA, foot, genre soccer AA. J'étais full compétitif. J'étais aussi très... j'avais beaucoup de discipline depuis que j'étais jeune. Mais j'aimais aussi cette... Tu peux aller en anglais. On fera de la traduction simultanée. J'ai full trippé sur le côté plus adrénaline quand j'ai embarqué sur le vélo. La vitesse. C'est ça. Ouais. Puis c'est comme ça que ça a tout commencé. Puis aussi, quand j'ai build mon premier vélo, j'ai réalisé que j'aimais full d'apprendre sur les pièces. Puis aussi un peu plus le côté mécanique, mais aussi le côté créatif. Comment tu peux choisir les différentes components plus niche, genre un guidon, ou genre un stem Thompson, ou genre un chainring, Zugino 75, ou genre des cadres NGS, c'est comme des cadres japonais et tout. Donc, j'ai juste full aimé de geeker un peu plus sur cette niche puis cette culture. Fait que dès le cégep, t'as comme geeké sur le monde du fixe complètement. Ouais, c'est ça, ouais. Puis j'ai comme trouvé des amis qui étaient aussi dans cette communauté-là puis cette niche à Montréal. Puis c'est un peu ça où ça a commencé, mon intérêt pour le vélo. Puis pour la compréhension aussi de les pièces puis comment tu peux build soit un fixe ou les components sur un vélo montagne ou un gravel. Puis aussi, dans ce temps-là, je faisais aussi beaucoup de vélo montagne hors de la ville parce que j'aimais aussi sortir de la ville puis aller dans les montagnes puis me perdre là-bas dans les trails. Ouais. C'était où les bike shops? T'achetais-tu tes trucs en ligne? C'était où tu trouvais ton information? Était genre où ta communauté? Était-tu autant en ligne que dans des bike shops à Montréal? C'était... Pour mettons, quand tu magasinais ta potence Thompson, tes inspirations pour... Moi, j'avais mes inspirations quand je voulais, mettons, les tiges de sel Thompson qui étaient comme pouf, pouf, comme ça. Puis il y avait les... De où ça te venait cette... Où est-ce que tu prenais ton information pour choisir qu'est-ce que tu allais acheter ou savoir qu'est-ce qui était comme esthétique puis hors de l'ordinaire? C'est sûr que l'Internet, ça aide. Genre les vidéos YouTube, de voir ce que les gens... les components qui en parlent. Puis, mais aussi, je pense, je travaillais aussi chez iBike au début. Puis d'apprendre là-bas, puis de juste de tout le temps être entouré de ce monde, puis de cette culture, puis de cette communauté. Ça te fait apprendre, puis As-tu encore ton fixe aujourd'hui? Ouais, oui. Mais c'est pas le même. C'est pas le premier. Non, tu l'as c'est pas gardé. C'est quel ton fixe en ce moment? En ce moment, j'ai un track low cross. Je l'ai depuis longtemps. J'ai même voyagé beaucoup avec quand j'habitais en Europe. C'est un Scream Ranger. White bar, Thompson, Stem, Thompson. J'ai genre des 45 pneus dessus. Parce que là, t'as dit non. Nice. Est-ce que c'est Trackle Cross, t'as dit? Track low cross. Fait que là, ça, c'est comme un... On dirait que j'ai une image dans ma tête, mais j'aimerais ça que tu me confirmes. Là. Fait que finalement, c'est comme un bike fixe sous l'esprit gravel. Genre. Ouais, exact. Il n'y a personne sur la track avec des 45. Là. Ouais. Non, mais je suis possible. d'accord. Non, mais c'est parce que c'est plus pour imager aux gens qui écoutent.
ce bike-là, je pense qu'il existe dans ta tête, il existe dans la mienne, puis dans Mais- celle d'Amanda, mais il n'existe pas dans la Non. tête de beaucoup de gens. C'est parce un que... gros wheelbase, genre? Le cadre est fait un peu plus long. Ouais, Puis hein. le bibi aussi est un peu plus haut, vu que c'est fait plus pour aller dans les trails On dirait que j'en veux un. avec. Ben oui. Maintenant, Faire la C1 à Bromont, là, en fixie. j'en veux un tout de suite. Là. Puis es-tu fixe ou il est roue libre? Fixe. Pas de frein. Excuse-moi, je veux pas. Genre, voyons là. C'est fixe, pas de frein. Fait que ça, tu traînes ça partout, c'est genre c'est-tu ton go-to bike? Genre, Ouais. c'est mon commuter. C'est devenu mon beater bike pour le. Ouais. Bon, tu nous enverras une photo, on la mettra à l'écran au montage. Good. Fait que là, tu nous parles un peu que tu viens de cette discipline-là du fixie, puis là, maintenant, veux pas si on saute vite à ce qui s'est passé tout récemment. Tu étais en Europe pour les championnats du monde de gravel bike. Oui, yes. C'était vraiment cool comme expérience. C'était-tu la première fois que tu participais? Oui. OK. Ouais. Puis pour ceux qui connaissent pas ça, ça fait combien d'années que le championnat du monde de gravel bike, ça existe? C'est une bonne question. Je sais J'aurais même. le goût de dire 3-4 éditions, je sais pas. Je sais que ça fait vraiment pas longtemps. Ouais, c'est comme tout nouveau. Là, Je sais que pour le Tour de France femme avec Zwift, ça fait 4 ans. Ouais. Ouais. Mais pour le Gravel Worlds, je sais pas, malheureusement. Ça ressemblait à quoi le niveau puis la diversité des gens qui étaient là? C'était quoi un peu? C'était des gens de tout horizon? C'était quoi le niveau nécessaire pour être invité ou comment ça fonctionnait? Donc, tu as différentes catégories. Puis moi, je me suis qualifiée pour ma catégorie d'âge. Mais je dirais que tout le monde est extrêmement fort parce qu'il faut te qualifier. Donc, c'est comme tous les gens qui se sont qualifiés pour la course. Puis surtout pour les femmes, vu qu'il y en a beaucoup moins qui font la course, c'est tout le temps le 25% de pourcentage de gens qui sont sur la ligne de départ qui peuvent se qualifier. OK, fait que c'est 25% du lot. C'est ça, Total. ouais. Fait que là, s'il y a 8 Si- personnes, il y en a juste 2. Au Exact. lieu d'être comme chez Ouais. les hommes que t'en as 40, ça veut dire qu'il y en a 10. Là, tu te retrouves à être... Oui, c'est ça. OK. Donc, pour les femmes, souvent, c'est peut-être 25, même pas, max 30 ou 20. Donc, c'est tout en juste top 4, top 5 qui Wow. peuvent se qualifier. Puis souvent aussi, c'est toutes les femmes-là sur la ligne de départ sont extrêmement fortes puis veulent tous se qualifier. Donc, comparé, comme je vous dirais, la plupart des hommes aussi sont là pour se qualifier, mais il y en a une grande pourcentage aussi qui sont là peut-être pour faire la course avec leurs amis ou essayer la première course de gravel. Donc, je pense peut-être les chances que tu peux te qualifier sont un peu plus hautes. Ouais, t'as un plus gros Ouais, bassin. mais c'est là. ça Ouais, aussi, ça t'as fait- comme 200 peut-être ou 150 hommes sur la ligne de départ. Puis sais-tu dans ta catégorie d'âge, tu compétitionnais contre combien d'autres femmes? Ça dépend de la course. Donc, OK. quand j'en faisais en Suisse, il y en avait quand même vraiment beaucoup. À Danemark aussi, il y en avait genre 25-30. Beaucoup. Ouais. Pour moi, Mais c'est ça, c'est fou, hein? C'est beaucoup. Ouais. Puis je pense que cette année, à Paris to Ancaster, en Ontario, il y en avait peut-être une vingtaine. Je sais pas exactement le chiffre, mais ouais. Là, les courses dont tu parles, c'est-tu les courses qualificatives pour le... C'était quoi les courses qui étaient qualificatives, c'est-à-dire qui te permettaient de te qualifier pour le championnat du monde de gravel? C'est les courses de gravel UCI. Donc, il y en a partout dans le monde, puis tu peux choisir quelle course tu veux essayer de faire. Puis tu t'inscris, puis c'est ça. Ça m'amène à parler des coûts là, reliés à ça, parce que, tu sais, quand on participe à ça, je veux dire, bon, tu as le coût d'inscription. Là, toi, c'est aussi un enjeu comme de te déplacer de manière internationale. Fait que là, en ce moment, est-ce que tu as une équipe? Comment ça fonctionne pour pouvoir subvenir à ces frais-là de participer aux compétitions? Tu sais, je sais que tu avais une équipe par le passé dont on pourra parler aussi. Là. Fait que par quel bout tu veux qu'on prenne ça pour parler Mais ouais, c'est ça. Ben, présentement, je suis plus une athlète, une racer indépendante, qu'il y a beaucoup de gens dans plus le monde du gravel, d'endurance, la longue distance, disons, l'ultra, font plus ce chemin-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe. Tu peux pas vraiment avoir une équipe qui te supporte nécessairement dans le moment de la course parce qu'il n'y en a pas plusieurs teammates que tu peux drafter ou attaquer avec, etc. Donc, c'est ça. Je me vois beaucoup plus dans ce côté du vélo. Donc, je voulais plus
créer mon propre chemin, en fait, en tant qu'athlète. Puis je pense que ça devient plus de quoi qui est... Je dirais pas le mot trendy, mais plus... On va là. C'est là qu'on va. Ouais, c'est ça, parce que... On s'en va là. On s'en va là parce que les athlètes voient des opportunités là-bas, dans ce chemin-là. Ouais. Puis, je pense Fini comme j'ai une question. dans ce monde, il faut essayer d'avoir le plus d'opportunités possible parce que... Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas quand beaucoup. on a tes prêt. Tu t'es-tu déjà demandé pourquoi on continue à faire du sport comme ça puis à se faire souffrir sur le vélo ou en triathlon? C'est la question qu'on se pose au podcast Jamais assez. On se demande pourquoi ce besoin-là de se dépasser, pourquoi on n'en a jamais assez et pourquoi des fois, c'est juste assez puis on a du plaisir alors que d'autres, on est dans l'obsessionnel puis on n'arrête pas puis on pense qu'il n'y a pas de fin à tous ces chiffres-là par Strava, par les watts. C'est les grandes questions de fond qui animent nos discussions au podcast Jamais assez. Donc, abonne-toi sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. En 2025, on se retrouve à chaque semaine. Puis si tu as le temps, partage-le avec tes amis. Moi, ce que je me demande beaucoup là, sur justement le gravel puis tout, puis depuis que c'est comme plus réglementé par l'UCI avec des courses et tout ça, oui, mettons, dans une même course, il n'y a pas moins l'opportunité de drafter là, à cause des terrains, mais as-tu l'impression que ça s'en va vers des grosses équipes où, comme mettons, demain matin, UAE vont avoir une division gravel qui vont comme essayer de supporter les athlètes de cette façon-là, ou tu as l'impression que ce qui va régner, c'est plus que le gravel va rester proche de l'ultra puis que ça va être des athlètes individuels qui vont shine through, là, tu sais? Je sais pas quelle exacte direction on va aller, mais je pense qu'on devrait avoir de l'espace pour les deux, parce que déjà, c'est difficile de supporter des athlètes dans ce sport, même en vélo de route ou gravel. Puis ça va dans le sujet de genre l'argent, puis les budgets, puis le revenu que l'industrie du vélo fait. Je pensais à ça, en fait, l'autre jour, de regarder le match avec les Dodgers puis les Blue Jays. Je regardais les salaires des athlètes. Ouais. Puis après ça, je pense le gars Vladimir, dans l'équipe des Blue Jays, OK. il fait genre 35 millions par année. Puis c'est même pas la moitié de ce que Pogacar fait, je pense. Pogacar, il fait environ 10 à 14 millions. Ouais. Puis c'est le meilleur cycliste au monde. Oui, Ouais. par by far. Tu sais, c'est comme, c'est comme stratosphérique versus le gars qui est dans C'est une ça. équipe. Puis tu sais, si on regarde LeBron James ou Stephen Curry, eux aussi, ils font comme 50 000 par année. Puis ça, c'est pas inclure... c'est juste leur salaire brut. Après ça, les sponsorships et tout. Ouais, Mais c'est fou à quel point... je commençais à penser ça, puis je pense que c'est plus parce que il n'y a pas de stade, puis il n'y a pas d'aréna dans l'industrie du vélo. Puis t'as pas de billetterie pour aller voir les courses. C'est juste gratuit. 100%. N'importe qui peut aller. Ouais, ça se réglemente très, très mal. Là. C'est fou. Là. C'est ça. Donc, il y a beaucoup moins de revenus pour les courses dans le vélo de route, gravel et tout. Donc, je pense que c'est ça pourquoi c'est tellement difficile de pouvoir payer des athlètes puis avoir plus d'opportunités pour les athlètes puis créer plus d'équipes. C'est pourquoi tu vois aussi des équipes qui meurent puis que leur sponsorship meurt aussi parce que c'est juste l'écosystème est moins durable, je dirais, dans l'industrie du vélo. Donc, peut-être pourquoi les athlètes maintenant vont plus dans un chemin de indépendance puis d'essayer de créer leur propre chemin avec les sponsors qui veulent les supporter. C'est ça. Au final, ta source de revenus, si tu te concentres à devenir indépendant, c'est que finalement, tu vas vendre ton brand, ton personal brand, comme véhicule pour une marque de vélo, ou, etc. Ça me faisait penser aussi à cet enjeu-là des stades, parce que quand tu commençais ta phrase, j'étais comme, le problème, c'est qu'il n'y a pas de stade. Là, je suis comme, c'est vraiment... C'est tellement vrai, parce qu'il n'y a pas de lieu où est-ce que tu peux vendre un billet 20$. Puis les hot dogs 20$. C'est ça. Puis finalement, c'est une grosse machine à chaque semaine pour faire, tu sais, parce que je veux dire, des séries de hockey puis de baseball, c'est genre 7 matchs minimum. Fait que là, tu sais, ils pourraient bien faire un 2-2-3, mais non, ils font un... c'est sûr qu'ils font pas un 2-2-3. Les halftime shows, il y a juste les time-out. Puis donc, quand tu regardes ça au télé, tu as déjà les ads que tu vois et tout. Donc,
là aussi, il y a plus de revenus qui rentrent. Ouais. Mais dans une course de vélo, Qui dure comme ça 4-5 dure heures. là. 4-5 heures. Mais tu sais, Et c'est non-stop. Puis Ouais. t'as jamais rarement des ads qui pop up. Mais le stade, là, tu sais, pour moi, le stade, ça me fait penser au Vélodrome, dans le sens que j'ai eu la chance, quand on est allé en Europe, de voir le Track Champion League. Là, c'est déjà dead, là. Ça existe comme plus depuis l'année passée. Mais pendant les 3 ans que ça a existé, c'était vraiment comme un show rock, là. Moi, à chaque fois que j'achetais mon billet, c'était comme, je sais pas, 30 €, 50 €. Mais tu sais, moi, j'ai trouvé que le potentiel de commercialisation de cet événement-là, il était énorme. Mhm. Genre, c'était comme vraiment une soirée, il fermait les lumières, t'avais plein de... Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que si... Le gars, il expliquait combien ça coûtait là, d'installer les écrans dans le Vélodrome, puis c'était genre 3 jours avant, 2 jours après le démontage, après ça, il retournait à Londres. Tu sais, c'était comme une série, c'était genre Paris, Londres... je veux pas me commettre sur les destinations, mais bref, t'avais comme 5 destinations. Puis, tu sais, moi, je paierais pour aller voir ça toutes les semaines. Là. C'était comme un show de 5 heures le soir à 9 heures. Puis, c'était. Fait que, tu sais, il y a le potentiel, mais finalement, c'est juste quasiment sur la track. Parce que, tu sais, au Japon, tu as les paris sportifs avec le keirin. Ça marche quand même vraiment fort. Mais au final, c'est sûr que si tu es dans une épreuve qui est dans la nature, le problème de l'épreuve, c'est qu'elle est dans la nature. Ouais. C'est comme ta source de revenus est vraiment plus. Difficile à capter. Tu sais, au final, je veux dire, c'est ça, tu peux pas charger des Et places. je pense que c'est ça aussi pourquoi on voit plus aussi les courses de gravel et les ultras deviennent plus commercialisés parce que c'est le seul moment pour que les brands puissent se mettre à l'avant puis avoir au moins du marketing. Tu sais. Puis, Explique-moi de quelle manière tu vois la réussite de ce modèle-là. la réussite. Non, ben, tu sais, c'est parce que tu dis ça, mais je suis comme, c'est quoi? C'est de faire une vidéo de ton event, tu sais? J'essaie de comprendre, toi, c'est où que tu le vois, la synergie là, des sponsors dans du gravel, mettons, dans le monde du gravel pour des marques de vélo. Ben, je pense que c'est de mettre vraiment en avance les marques. Donc, l'équipe qui pousse tout le temps leur bike fit ou leur bike setup, les branding, merci ce brand-là, merci les brands que je porte, mais il faut. C'est comme ça, l'écosystème fonctionne dans un sens. Puis Mais tu parles pendant l'événement ou que toi, par exemple, qui est commandité, tu remercies? soit les équipes qui vont à ces événements de gravel ou les événements de gravel eux-mêmes. Il faut aussi mettre les sponsors qui poussent, qui vont supporter l'événement, en fait. Parce qu'au final, tu sais, mettons, je pense que ce qui est cool des événements d'ultra puis de gravel comparé à, mettons, je sais pas, tu sais, des courses de manière générale sur route, c'est que, tu sais, c'est comme l'ambiance d'un festival aussi, un peu au début puis à la fin, là, tu sais. Fait que je pense que c'est là que l'opportunité des marques sont, là, d'une certaine façon. Mais, tu sais, je me demande, toi, tu sais, comment tu vois, tu sais, mettons, parce que pendant le event, c'est une chose, mais après ça, pour être profitable pendant une année complète, là, tu sais, comme, mettons, en décembre, genre, tu sais, comment tu penses que les athlètes peuvent se démarquer, mettons? Attends, l'event ou les athlètes? Tu sais, mettons, une fois que tu as fait ce démarchage-là, toi, pendant ces events-là, tu sais, le reste de l'année, mettons, en décembre, tu sais, comment tu vois la synergie entre les marques puis l'athlète, genre? Comment t'exposes la marque, genre, en hiver? Ouais. Ben, T'essaies de signer un deal annuel, puis tu fais du Zwift, puis tu c'est pas évident. C'est vraiment, c'est pas mal ça. Ouais. C'est difficile quand tu vas pas à des événements, quand tu fais pas de course. C'est un peu mort, dans le sens. Donc, il faut tout le temps être en train de nourrir les courses, puis de nourrir le engagement, en fait. Ouais. Je sais pas, j'ai comme une réflexion par rapport à ça. Le fait que, tu sais, à cause des nouveaux médias qui prennent la majorité de la place quand on parle des réseaux sociaux, le point, c'est que tu vends ton personal brand, puis j'ai comme l'impression, je sais pas si vous partagez mon avis, mais que t'as pas besoin d'être un élite pour raconter une histoire qui plaît à un brand, parce qu'au final, si t'as un bon storytelling, puis que t'as pas besoin d'être dans les meilleurs au monde. Il y a des brands qui vont vouloir sponsor les meilleurs au monde, parce qu'au départ, quand c'était juste des magazines papier, ben c'était juste eux qui étaient dans le magazine papier. Mais là, avec la démocratisation des moyens de production, je veux dire, nous, on est capable de...
chaque humain qui a un téléphone est capable de se faire un storytelling. Fait qu'au final, est-ce que le sponsorship des élites va demeurer la même chose? Parce que, tu sais, quand t'es élite, je veux dire, t'as pas le temps de gérer ça. Il faut comme t'engages... t'as pas le temps de poster 12 stories par jour. En tout cas, tu peux, mais certainement que, tu sais, ton focus, il est pas... En tout cas, c'est du temps que tu prends à faire ça, à nourrir l'écosystème. C'est comme inévitable, là, tu sais, c'est comme rendu inévitable. Oui, il faut prendre le temps de... C'est qui les exemples de ça que toi, par exemple, tu trouves qu'ils ont... qui réussissent à faire ça tout en étant, mettons, dans l'élite. T'sais, toi, on te connaît, je veux dire, c'est esthétique, c'est ce que tu réussis à projeter comme image, c'est vraiment réussi, mais le pourcentage de gens qui réussissent à faire les deux en même temps, c'est-tu beaucoup de gens? Je pense que les athlètes indépendantes commencent à apprendre comment faire ça. Comme, par exemple, Rosa Klöser, qui a gagné Unbound. Tu le vois aussi que, elle est super forte, puis elle est tout le temps top 5, top 10. Ou même top 3 ou première. Mais elle aussi, elle doit tout en mettre en avant. Ses sponsors, ses vélos, tout son setup pour cette course exacte. Qu'est-ce qu'elle utilise comme pneu? C'est quoi le pneu avant-arrière? C'est quoi le PSI? Puis montrer ses entraînements avec Zwift. Comme il faut tout le temps de remercier, puis montrer comment tu utilises les brands pendant tes entraînements, pendant les courses. Puis est-ce qu'elle a une équipe avec elle qui l'aide à faire ça ou c'est tout auto-géré ses réseaux, tu penses? Je pense que c'est tout le temps juste l'athlète. Wow. C'est juste elle qui fait demande, ça. Je trouve que c'est comme c'est vraiment exigeant. Je sais que tu veux poser ta question sur les pneus, Philippe. Ben, c'est aussi, là, mais avant de poser vraiment des questions sur les avant d'aller trop geek, j'aimerais ça qu'on reste dans des sujets plus abordables. Mais je pense que tu peux comprendre que tu le fais quand même aussi avec Physio Vélo, tout ce setup. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, t'as un job temps plein, mais aussi t'as d'autres tâches à faire sur le côté tout le temps. T'as full raison, puis j'y pense souvent à ça. Puis je suis reconnaissant d'avoir les moyens de production pour pouvoir être notre propre média, puis pouvoir faire ça, t'as 100% raison. L'affaire que je trouve différente, par contre, puis que je suis vraiment content, c'est que c'est pas mon personal brand. Ben, oui, en partie, mais c'est juste une facette de moi. T'sais. Fait que je trouve que ce qu'on bâtit, même pour Philippe, pour Gabriel, pour tous les gens de l'équipe, Charlotte, Christina, Julie, ce qu'on fait sur les réseaux comme branding, c'est un brand, oui, authentique, un peu individuel, mais au final, j'ai pas de photos de ma famille, je fais pas des vidéos chez nous de genre ce que je mange le matin. Fait qu'on dirait qu'il y a comme cette distance-là que je trouve facile à gérer. C'est sûr que les athlètes ils ont peut-être l'opportunité aussi de dire, voici ce que j'expose qui est suffisant pour les sponsors, puis je ne vais pas non plus parler de ma vie personnelle à travers ça, sauf que des fois, la limite est difficile à gérer, parce que là, plus que tu en donnes, plus que tu en reçois, plus que les sponsors sont contents, fait que là, tu es comme moi, je vais tout montrer, je vais tout exposer. Je sais pas, mais je pense que les athlètes aussi sont capables de mettre leur vie privée. Mais je pense que c'est une dans le sens que c'est comme une littératie là, qui est en train de se faire. Je pense que moi, je suis vieux. Non, mais je suis plus vieux. Puis moi, mettons, mon ordinateur, le premier ordinateur, je pense que je l'ai eu quand j'étais en 6e année. Puis les téléphones sont arrivés. Puis j'avais intelligent, mettons. Puis j'étais comme 18-19 ans. Fait qu'au final, la littératie des gens qui ont grandi avec un téléphone, littératie, pour moi, ça veut dire ils ont comme plus d'éducation sur être capable de mettre leur barrière de qu'est-ce que j'expose en ligne versus il y a moins de confusion. Je pense que la génération qui s'en vient est plus capable de dissocier les deux puis de pas tomber dans genre « Ah, je suis tout mélangé, qui suis-je, mon identité en ligne? » Non, c'est juste moi. Vous êtes comme là, vous me regardez avec des gros yeux, j'aime ça. Genre, je suis comme « Hey, boomer! » OK, boomer! Non, je pense qu'on va dans un sujet maintenant plus, côté vraiment plus, Instagram, identité. Oui, identité, oui, 100%. C'est sûr que, je pense, des athlètes ou des gens qui ont une image, c'est sûr que peu importe la quantité de followers que tu as, faut que tu représentes cette image-là. C'était aux Olympiques ou même dans d'autres industries,
dans l'industrie du musique, tout est comme t'es un personnage. Fait que t'es mieux de rester... T'as-tu l'impression que t'es mieux de rester authentique pour que ça soit comme partout? Tu sais, comme là, mettons, tu parles des Olympiques, mais mettons, ça veut-tu dire que l'athlète qui est comme loud en ligne doit être loud aux Olympiques aussi? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Juste être qui tu es. Ouais. Non, mais ton point, moi, je pense que je comprends ce que... Il y a une des affaires, c'est que qu'est-ce que tu fais si l'image en ligne, tu sais, comme on en a parlé quand on a fait les vidéos YouTube, tu sais, j'ai dit à Philippe, j'ai dit, on essaie de pas être trop loin de notre vraie personnalité parce que sinon, les gens ils arrivent en clinique, ils ont tous checké le channel YouTube, puis là, t'es full différent. Ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? C'est qui cet humain-là? Tu sais? Ouais. Fait qu'il faut quand même faire attention à justement l'image que tu projettes. En tout cas, si tu as une relation qui est en personne avec le public, si ta business, c'est juste du online, au pire, tu peux être 100% le personnage puis une seule facette de toi. Mais je pense que quand tu es un athlète, le problème, c'est que tu rencontres beaucoup de gens en vrai. C'est ça. Fait que là, cette décision-là, De ton Ouais. c'est personnage. peut-être vraiment boomer, mon affaire. Là. Je sais pas si c'est juste moi, je mais... pense, on rentre dans un topic où, genre, les vidéos puis les images, ça donne... C'est un côté de créatif, puis ça peut donner des sentiments quand tu vois une image prise par un photographe, etc. Donc, puis c'est très différent, peut-être les émotions que tu reçois de voir de quoi très créatif en ligne comparé de rencontrer la personne. Tu sais, c'est complètement différent. En 2025, tu as décidé de faire plus de vélo. Good job. Tu as fait plus de côtes, plus de longues sorties entre amis. Ça se peut que ton corps t'envoie des messages. C'est quoi des messages? C'est des douleurs aux genoux, des douleurs à la selle, des engourdissements dans les mains, dans les pieds, une douleur au cou ou encore pire, des douleurs à la selle ou aux parties génitales. Ça s'appelle un signal. Puis dans ce temps-là, le signal, ça dit quoi? Ça dit 450-486-3888. Tu appelles à la clinique. On va faire ton bike fit. Chez Physio Vélo, c'est pas des bike fit génériques avec tout le monde dans les mêmes angles. On prend le temps de t'évaluer. Selon tes objectifs, tes limitations fonctionnelles, on va te faire un programme adapté, des interventions spécifiques sur ton vélo, puis des exercices qui vont te permettre de profiter au maximum du temps qui reste dans la saison. Appelle-nous pour un bike fit dès maintenant. 450-486-3888. Puis tu pensais Moi, j'ai l'impression que c'est mon cerveau de boomer qui est pas prêt à ça. Ouais. C'est peut-être ça le problème. Ça se peut. Non, mais c'est parce que je pense que c'est un problème des générations qui font les transitions. De comme là, toi, t'es rendu trop vieux pour Ben, transitionner avec nous. Ma fille, elle m'a dit, là, ma fille, elle a 9 ans, OK? Elle m'a dit une affaire avant hier. Elle écoutait la télé, mais pas sur l'Apple TV, genre, ce qui jouait. Parce que oui, j'ai encore les oreilles de lapin, genre, le matin, les enfants ils écoutent un petit peu la télé sur les channels qui sont broadcast. Fait que genre, Télé-Québec, Radio-Canada, tout ça. Puis là, elle m'a dit, hey, j'ai vu ça à la radio. Là, j'étais là, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, ben, pas sur Internet, là. Fait que là, pour elle, tout ce qui est pas sur Internet. Attends. J'ai vu ça à la radio. Elle m'a dit, j'ai vu ça à la radio parce qu'elle dit, je pense qu'elle parlait qu'elle avait vu un truc aux nouvelles. Puis ça, c'est les radios. Ça, c'est la radio parce que, genre, sûrement que le setup, elle a fait comme ça. Fait que là, j'étais comme, oh, j'ai comme eu un petit épiphanie en faisant comme, OK, pour elle, il y a genre ce qui se passe en ligne, puis t'as ce qui se passe comme, je sais pas, elle a comme catché que ce qui se passait sur Internet, c'était comme intemporel. Puis quand c'était sérieux, Quand c'était c'est la sérieux, radio. quand c'était live, c'était la radio. Ben, tu sais, juste pour comme dire la différence, parce que, tu sais, elle écoutait genre Disney+, Netflix, tout ça, c'est sa manière à 90% d'écouter la télé. Sauf quand moi, on le permet pas, mettons. Fait que là, j'étais comme, tu sais, c'est complètement différent. Tu sais, moi, je veux dire, quand j'étais jeune, j'écoutais ce qui jouait, puis j'avais même pas le choix de... Y avait-tu des couleurs, ça, télé? C'était con. Tu vois des couleurs. Fallait-tu que t'entends. craignes la télé? Non, mais avec fallait que j'ai au clip vidéo, OK? Ok. Fallait que j'ai au clip vidéo, je voulais le faire. OK? Sorry. Bref, on est rendu loin, mais je suis vraiment d'accord que c'est un truc que... Je pense que c'est un enjeu à vraiment se questionner quand on veut faire du sponsorship via notre personal brand de ça aussi, parce que aussi on a de l'air full disponible parce qu'on est comme dans le feed des gens à tous les jours. Puis là, quand ils nous voient en vrai, ils pensent que genre on est peut-être... Tu sais, si j'étais un athlète, là, je trouverais... sortir de chez moi, ça deviendrait comme probablement genre anxiogène parce que comme, je veux pas me faire aborder, tu sais, je veux juste faire l'épicerie sans
je pense à des Michael Phelps, des gens comme ça, tu sais, genre, c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec toute cette genre on en a parlé l'autre fois, de toute cette genre de solitude-là qui se crée à cause... Complètement découragé, les gars. On va changer de sujet. Ouais, mais on peut parler de solitude. Ouais? Ouais. C'est full important. Ouais. Ça, tu sais, pour les athlètes, je veux dire, t'en as vécu probablement, puis les gens en vivent beaucoup, là. Surtout de vivre dans un autre pays, puis d'être dans une autre culture, une autre langue, puis de partir de ton zone de confort. De Montréal. Pour les gens qui ne le savent pas, je suis partie à 22 ans, toute seule. J'ai pacté mes vélos, puis je suis partie en Europe après avoir fini mon bac à McGill. J'ai étudié en anthropologie. Mon côté très humain, créatif. Ouais. J'analyse beaucoup la société puis ce qu'on fait. Puis je suis OK, je vais partir puis voir ce qui m'attend là-bas. Mais aussi, je faisais des podcasts fixes dans ce temps-là. Puis les gars, mes amis de Paris puis de Londres sont comme « Yo, viens, on va faire des podcasts ici, on va aller à des courses, à des events. » Puis je voulais juste aussi rencontrer la communauté là-bas puis voir qu'est-ce qui m'attendait. Puis ça te change vraiment de quitter ta culture puis de réaliser puis apprendre que tu peux te retrouver dans différentes parties du monde. Puis aussi le côté plus ultra gravel, de partir dans les montagnes toute seule pendant des heures. Tu t'apprends tellement sur toi-même puis comment être non seulement juste indépendante puis être confortable avec toi-même, puis de finir une course que tu viens de faire après 16 heures à bloc, t'as mal partout, puis tu penses que tu vas évanouir ou c'était juste l'effort le plus intense que t'as fait de ta vie, puis de faire ça juste pour toi-même. Puis peut-être t'as pas ta famille à la ligne d'arrivée, puis... T'es-tu rendu confortable avec la solitude? Absolument, ouais. Puis je pense aussi, les gens qui font des ultras ou leur première ultra apprennent ça à 100%. Tu traverses des layers de toi-même de plus en plus quand t'embarques dans des aventures toute seule ou des challenges extrêmes. Ouais. Parlons d'ultra. C'est vraiment... Parce que là, tu sais, derrière ce que tu viens de nous dire, qui est vraiment généreux que tu partages avec nous, il y a tout l'aspect de la solitude, mais je suppose que tu as aussi un take en tant qu'anthropologue derrière ta tête sur cette culture-là qui est en train de se bâtir. Moi, c'est des thèmes que je trouve super intéressants parce que à tous les jours, on rencontre des cyclistes à la clinique, puis cette population-là, elle évolue. Entre 2015, qu'on a commencé, puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, les défis que les gens recherchent, le vélo, c'est un véhicule pour faire, c'est ça, accéder à la transcendance ou justement éplucher les layers de toi-même. Puis j'ai le goût que tu me parles de deux choses. La première, ça serait de quelle course de 16 heures tu parles en particulier à bloc? Parce que tu peux nous raconter quelques-unes des courses de gravel que tu as faites dans l'ultra-distance, parce que là, on a parlé de championnat du monde de gravel, mais toi, tu as aussi tout l'aspect qui est un petit peu plus loin dans le spectre de l'ultra-distance en gravel, puis en autonomie, puis tout ça. Puis c'est ça aussi, je me vois plus. C'est là que tu vois plus ton... Puis, mais aussi juste, je dirais, mes skills, puis mon endurance, puis, tu sais, beaucoup de gens qui voient les athlètes élites pensent au Tour de France les plus rapides, les plus forts, tu vas gagner un sprint, etc. Mais il y a vraiment un côté des gens qui peuvent se dépasser leurs limites, mais pour un long temps. Dans un autre effort, type d'effort. Ouais. Puis je pense, c'est quand même deux efforts très différents, mentalement aussi. Puis je pense que je me vois plus dans cette direction-là, puis je trippe aussi beaucoup plus. Plus dans ce segment-là. Ouais. C'est quoi ton take d'anthropologue sur cette... Moi, je trouve que c'est une tendance là, de société, là, cette l'ultra-distance, je veux dire. Il y a 20 ans, mettons, l'ultra-distance, c'était... C'était combien? C'était le Ironman. Non, mais c'était faire Ironman dans ma tête.
Mais tu sais, l'ultra-distance existait comme... C'était pas discuté, je veux dire. Puis maintenant, quand on parle d'ultra, il y a tellement différentes de distances d'ultra. Parce que maintenant, un ultra de 360 km, c'est plus un ultra. C'est une course je me suis inscrit, rapide. Je le sais, dis pas ça. Je me suis inscrit... dis pas ça, Amanda, tu sais pas, mais je me suis inscrit aux 300 km de la Race Across, puis ça me stresse énormément. Puis je le sais que... Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est même... C'est pas... Vu que je vais pas faire toute la nuit, c'est comme pas un ultra. Mais c'est space, parce que, tu sais, comme... C'est parce que je pense que les mots qu'on utilise comme un ultra, c'est tellement large qu'à un moment donné, il n'y a pas de limite à ça, genre. Non, mais est-ce qu'un ultra, c'est plus un qualificatif qu'un quantificatif? Tu sais, c'est pas une quantité, c'est plus... Tu sais, moi, peut-être que 300, avec la shape pas très bonne que j'ai en ce moment, ça va être... Tu sais, je considère que c'est un ultra parce que je vais passer tellement de temps sur mon bicycle comparé à ce que je fais de l'habitude que je vais probablement éplucher 2-3 layers de ma personnalité. Si je le finis. On sait pas. Ça va être good. Je vais t'appeler quand je vais pleurer là, à 200 kilos. À 200. À 200. Aux 2/3. Aux 200. 200, c'est rendu une course à 7-8 heures. Je cherche un... Sont les dépanneurs? Je cherche un dépanneur. Ouais, on est rendu... Excuse. Mais non, mais tout ton point... Moi, c'est toi, ça. Tu penses que c'est une distance? Non, mais c'est ça. Moi, en fait, ma question pour toi, c'est plus genre... tu sais, à partir de quand c'est un ultra, puis jusqu'à combien c'est un ultra? Qu'est-ce qui qualifie un ultra? Ouais. Je suis d'accord, mais je pense que mon point, c'est que chaque personne a sa définition. Quand c'est genre peut-être 24 heures et plus. Shit. Ouais. OK, disons par exemple... Tu t'es tellement fait avoir. Ouais, faut changer mon inscription. Non. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais Ben non. avec mon expérience des années de faire beaucoup de la longue distance, tu sais, un 360, j'ai fait Traca 360 cette année. Peux-tu me dire c'est où? C'est quoi? C'est une course, c'est comme le Unbound de l'Europe. OK. C'est la course de vélo, la fin de semaine la plus populaire en gravel en Europe. Tout le monde, tous les athlètes de partout viennent à Gijón, en Espagne, pour faire la Traca. Il y a différentes distances. Puis le 360, il y a quelques années, c'est dans la perspective de tout le monde était comme « Ah, c'est extrêmement long, c'est fou. » Mais maintenant, c'est devenu genre la norme. Puis c'est devenu une course hyper rapide. Ah ouais. Hein. Ça se gagne en combien de temps? Environ 12-13 heures. Ouais. Puis le terrain, ça ressemble à quoi? C'est-tu full accidenté? Tu sais, mettons, c'est quoi la largeur de pneus que tu as besoin pour faire la Traca? Bon, les pneus, ça commence. Je dirais des 45. Ah, des 45, ouais. ça passe partout. Ouais. OK. Des 45, mais c'était fou parce que l'année passée, je pense, 40, c'était vraiment populaire. Puis aller skinny, c'était comme le trend. Puis cette année, c'est aller le plus wide possible. Mais là, genre c'est beefed out, là. 2.1. Ouais, 2.1, 2.2. Genre, si ton bike n'a pas 50 mm de pneus de clearance, Ouais. t'es out, là. Ouais, T'es à On l'arrière. appelle pas ça un vélo. T'es à l'arrière. Non. Ouais. Donc, Wow. ouais, c'est hyper rapide. Puis je l'ai fait. Puis j'ai fini top 20. J'étais vraiment contente avec mon résultat. Surtout que c'était avec des femmes incroyables. Genre, quasiment les meilleures au monde. On dort pas là, pendant ça. Là. Non, tu t'arrêtes pas. T'arrêtes juste jamais. Wow. Tu prends pas de pause. Mais tu ravito quoi? Tu ravito où? J'étais chanceuse. L'équipe A9 Cycling de l'Espagne et l'Italie a aidé des athlètes indépendantes puis pour les donner des bouteilles puis tous les gels et tout. Donc, on préparait ça la journée avant. Puis, on avait des feed stations. Donc, pour les athlètes indépendantes, l'équipe I9 préparait tous les sacs. Puis, dès que j'arrivais, j'étais comme « Yo, je suis là. » Puis, je voyais comme il y avait leur... des fois, des flags ou... Tu vois que c'est eux. Fait que là, tu t'es pas changé non plus. Tu étais sur le même kit, le même bib. Oui. All good. Ouais. Ben, c'est à peu près ça que tu vas faire, là. Genre, non, mais je sais, 300. c'est pour ça que je pose des questions, man. T'allais t'amener un kit de rechange? Juste te dire, je vais m'arrêter. OK. Ouais. Mais c'est ça, c'est une course. Ouais. Ben C'est ouais. devenu une Ouais, course, c'est ça que tu veux dire. C'est qu'avec les années, au début, les gens étaient comme « Oh, c'est un ultra. » Genre, on sait pas trop comment on va le faire. Puis là, maintenant, c'est all out. c'est un statut de course all out. Puis on a commencé à parler de ça parce que tu
tu allais peut-être nous donner ta définition de c'est quoi un ultra. Fait que pour toi, c'est 24 heures et plus. Je dirais, ouais. Genre, je dirais, ouais, un plus petit ultra, c'est comme 24 heures et plus. Puis après ça, tu as des ultras plus longs. Puis... Donc, 3, 4 jours, peut-être même une semaine, un ultra ou 10 jours. Comme les Race Across 2500. les puis Race tout ça, Across, ouais, ou les Atlas Mountain ou genre les Mountain Series. Ok. Puis ça, c'est quelque chose qu'un jour j'aimerais faire. J'ai pas encore de vélo pour. Qu'est-ce que c'est? C'est une série des ultras dans les montagnes, dans des régions au monde comme les Atlas Mountains c'est où, exactement? au Maroc. OK. J'ai la chance d'aller après le Track 360 avec une amie de faire L'année du prochaine, tu veux bikepacking. Cette année, je l'ai fait. OK, en 2025. OK. Vraiment intense, insane. On a juste fait le premier checkpoint de toute la course. Puis c'était une des choses les plus intenses que j'ai faites de ma vie. C'était combien de kilos dénivelés? La première journée, on a fait 140, 130, mais c'était avec presque 4000 mètres dénivelés. Puis vers la fin de la journée, on est rendu au sommet de Tizi pour te rendre à Telouette, où c'est techniquement le checkpoint. Mais on faisait pas vraiment la course, donc il n'y avait pas de checkpoint. On était juste toute seule. Puis il n'y avait aucun chemin pour descendre la montagne. C'était juste... T'es à genre 3000 mètres de dénivelé. Faut juste que tu descendes quelque part. Ouais. Puis c'était des roches partout. Pas de trail, rien. Puis le soleil commençait à descendre. Puis il y avait des vents à genre 60 km/h. Moi puis mon ami, on était comme... On va-tu mourir ici aujourd'hui? ouais. Mourir de froid, Ouais. genre dans la descente. Après avoir fait un énorme effort de comme 8 heures, 9 heures, on était sur le bike. Puis on regardait nos Wahoo, puis on était comme, OK, on va juste le descendre, on va essayer de trouver le chemin. Ça nous a pris 3 heures pour descendre 2 km. Wow. Parce que vous ne pouviez pas revenir sur vos pas parce que Non. ça faisait pas de sens. C'est ça, parce qu'il fallait... Comme on a monté une montagne, un côté, puis il fallait descendre l'autre côté pour te rendre au village. Mais c'était juste un hike-a-bike pour te rendre au village. Puis dans ces 2-3 kilomètres, on a perdu environ, je pense, 700 mètres de moins de dénivelé. Ouais, fait que là, tu fais ça, quoi. Est-ce qu'au final, c'est quel genre de bike qu'il te faut pour faire ça? Genre un hardtail ou un vélo montagne avec peu de suspension. Donc, j'espère à un moment donné, je vais avoir ce setup. Puis... Parce que ce vélo-là, c'est ça, parlons-en de ce vélo-là. Nous, on l'a vu peut-être 4-5 fois cette année à la clinique. Le monde qui se convertisse un Trek Pro Caliber ou Super... Le fuel. Le fuel? T'as vu un fuel double suspension? Ouais. Oh shit, j'ai pas vu celle-là. Mais tu sais, qui se convertissent avec des drop bars, là, qui se font des Frankenstein. Là, puis tu sais, c'est pas pour rien que, mettons, Trek vient de sortir son Checkout, là, qui est comme double suspension, tout ça. Là. Fait que tu sais, cette culture-là est tellement présente que, je veux dire, un manufacturier de bike comme Trek sort un bike pour ça. Fait que c'est comme la confirmation que ça s'en vient. Là, ouais. Que la trend est vraiment là. Puis j'ai l'impression que des fois, je sais pas, tu me donnes ton avis de citoyenne du monde. Parce qu'au Québec, on n'a pas le même feel, right? On n'a pas le même... À cause de notre terrain qui est complètement différent des montagnes européennes, on a... En tout cas, moi, le premier, dans le sens que ma compréhension de c'est quoi le gravel est pas bonne. Puis elle est pas à jour comparé à ce qui se passe en Europe. Est-ce que toi, tu vois une différence entre ce que ça veut dire le gravel en Europe et ce que ça veut dire le gravel au Québec? C'est sûr que le gravel au Québec est juste beaucoup plus niche dans un sens parce que c'est moins accessible pour tout le monde. Comparé en Europe, tout le monde va aller faire du gravel partout. Tu peux aller prendre un train, aller en Suisse, faire de la gravel, apprendre le terrain là-bas, faire de la gravel en Espagne, puis voir le terrain là-bas en Espagne qui est un peu plus, disons, du champagne gravel parce que ça peut être plus de terrain, des fermes, plus tapés. Puis tu peux as accès à beaucoup plus de territoire puis de montagnes. Puis tu apprends beaucoup à juste d'explorer un différent terrain de gravel, disons. Mais ici, c'est le terrain pur de Québec ou du Canada. C'est beaucoup plus
rigueux, je dirais. Ça se dit? Ouais. Ouais. Puis sauvage aussi. C'est moins tapé. Tu peux pas, si quelque chose arrive, tu peux pas juste embarquer sur un train Non, c'est ça. T'es puis comme aller là-dedans. retourner dans le village. Genre, T'es à t'es dans le maximum 1 kilomètre, genre. Ouais, ou ça prendrait un train de 45 minutes. Ouais, T'es dans le milieu de nulle part. C'est ça. Puis pour voir des ours, faire voir tout ce qui arrive, puis tu dois vraiment te débrouiller. Non, si mais quelque chose arrive. c'est la relation avec le outdoor, tu sais, en Europe, je veux dire. Le outdoor, les gens sont directement dedans. Nous, ici, le Ouais. outdoor, c'est genre... Faut que tu te rendes au Faut qu'on se outdoor. prépare, là. C'est Tu sais, ça. faut qu'on ait nos Faut gears. survivre. Comment? Il faut survivre. Faut survivre, ouais, Ouais, exact. c'est ça. Non, mais c'est Ouais, vrai. c'est très brut. je La dirais. nature, ouais, exact. C'est pour ça que les Européens viennent ici des fois, c'est parce qu'ils trouvent ça. Il y en a côté- pas assez. Mhm. Il y a pas assez de brutes pour qu'ils viennent ici. Il n'y a pas assez de brutes en Europe. Ouais, ils n'ont pas assez, ils ont pas assez d'ours. Ah, c'est ça. Ils n'ont pas assez d'écureuils. Tu as investi des milliers de dollars dans ton vélo, mais ça se peut que ton corps, lui, il n'est pas signé pour ça. Ça se peut que chaque millimètre de trop ou de moins te coûte des watts ou pire, te fasse une blessure qui t'empêche de rouler à vélo. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver cette saison-ci. Puis chez Physio Vélo, c'est ça qu'on fait à longueur de semaine. En 2025, repousse pas. Prends ton rendez-vous en bike fitting dès maintenant parce que chaque millimètre compte, puis chaque ajustement de ton programme d'exercice ou d'entraînement peut faire la différence entre une saison miracle où est-ce que tu accomplis tous tes objectifs et une douleur qui se chronicise puis qui va empiéter sur les prochains mois, les prochaines semaines. Donc, prends rendez-vous dès maintenant, 450-486-3888. On se voit en clinique. Mais ça, avec les Mountain Attends, ouais. Series, t'es vraiment dans des environnements extrêmes. Puis I take my hat off, genre, à tout le monde qui les finisse parce que c'est extrêmement dangereux. Il y a tellement de hike-a-bike. Plus de hike-a-bike des fois que tu passes plus une journée de juste Marcher avec un marcher vélo. avec ton vélo que faire du vélo. Puis ça rebute pas les gens? Ça les turn pas off un peu? Que ce soit genre finalement une randonnée pédestre? OK, boomer. Non, mais là, Philippe, c'est pas des Mais non, questions. mais c'est juste Je drôle. pense les gens qui font ce genre de course-là, puis les ultra racers vont dire non, parce que ça fait partie de l'expérience. Mhm. Fait que dans le fond, c'est leur juste- but, c'est d'en revenir plus vite possible sur le bike puis d'avoir le bike que tu passes le moins de temps à marcher, genre? Ouais, le but, c'est juste de finir la course, puis Ok. de survivre, honnêtement. OK. Rendu là, t'es en train de faire du hike-a-bike, t'es pas en train de penser « Ah, je suis en train de faire du hike-a-bike », t'es en train de penser « Oh my God, je veux plus faire ça, genre, je vais mourir », tu sais, tu veux juste te rendre au prochain ravito ou au prochain checkpoint, genre, c'est les choses qui se passent dans ta tête quand t'es en train de faire un effort tellement intense puis physique pendant longtemps, 1 semaine, 5 jours, il y a beaucoup de moments que des gens veulent juste give up puis DNF. Ouais. Toi, mettons, C'est- quand tu t'inscris à un événement de même, c'est quoi ton mindset du pourcentage de chances que tu vas le finir, l'événement? C'est-tu comme c'est-tu absolu dans ta tête que c'est sûr que tu vas go through, que tu vas le finir au complet, ou comme il y a tout le temps un gros pourcentage de toi qui dit ça marchera pas? Tu préfères-tu Non. avoir une incertitude par rapport à Ouais. ça? Est-ce que c'est Euh, un thrill d'être comme « Oh, je sais pas, man. Je sais pas si ça va le faire. Je déteste faire genre DNF, de pas finir une course. Donc, je suis dans ma tête, peu importe ce qui se passe, je veux toujours être à la ligne d'arrivée. Même quand je me suis blessée les journées avant Worlds, il y a quelques semaines, j'ai frappé mon genou vraiment fort dans un crash sur l'asphalte. Puis, je pense que j'ai peut-être arraché comme un ligament. Puis, c'était full instable, j'arrivais pas à marcher. Puis, je me suis dit, Spirit of Gravel, toujours là. Je vais quand même faire la course demain. Je vais quand même essayer de faire mon mieux. Puis je pense que c'est ça qui meurt pas aussi dans la gravelle. Même si on a des pros qui... des Worlds, puis tout ça, il y a toujours à avoir ce côté des gens qui font vraiment la gravelle que tu pousses même s'il y a plein de barrières que tu... Qui viennent à toi, Ouais, que c'est tu ça. dois surmonter. OK, on rentre dans le sujet corsé. Est-ce que l'organisation... tu poses ta question? Est-ce que les événements trop organisés, ça tue le vibe? Ben, moi, je pense que c'est sûr que c'est une des grosses questions de genre... Tu sais, mettons, à la base, les gens
qui ont commencé à s'intéresser à la gravelle, tu sais, pour moi, c'est les gens que la route, c'était comme rendu too much, puis toute l'idée d'avoir de l'organisation, des pelotons, des choses comme ça, tu sais, d'essayer de mettre ça de côté. Mais as-tu l'impression que plus le UCI rentre là-dedans, plus tu perds ce côté-là, ou au contraire, mettons, ça met de la lumière sur le sport? Je pense que ça permet puis les gens purs de la gravelle de rentrer dans un espace plus compétitif puis peut-être plus organisé. Donc, c'est intéressant de voir ces deux mondes un peu Merge. Je pense que ça permet à voir quelque chose qui est en train de se bâtir. Ouais. C'est pas nécessairement négatif, je pense. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je me souviens qu'il y avait eu des backlash la première année des Worlds quand ça s'était gagné, genre, sur... Je me souviens plus c'est quoi la largeur de pneus, mais c'était comme un Canyon Ultimate, je pense. Fait qu'un road bike qui avait gagné les Worlds de gravel. 32, genre, tu sais. Fait que là, après ça, c'est... Est-ce que c'est pas sanctionné de la bonne manière qui fait que les événements ont pas de sens, tu sais? D'après moi, c'est les compagnies de bikes qui ont écrit à Lucie. Ils ont dit, gros, faut qu'on vende des bikes. On a une segmentation de marché. Ouais. Ça, je suis d'accord. Beaucoup de gens comme moi qui font la gravelle plus de la longue distance. Parce que normalement, les courses de gravelle, c'est minimum 180, 200 km, peut-être 150. C'est souvent un peu plus de côté endurance. Puis on dit endurance quand le vélo de route aussi, c'est l'endurance, mais bon, vous me comprenez. Et par exemple, la course cette année, aussi pour les femmes, c'était seulement 130 km pour la course des femmes, puis c'est 180 pour les hommes. Mais les gens qui font vraiment plus de longue distance gravel sont pas habitués de faire une distance autant courte. Puis je pense que le UCI devrait voir prendre les caractéristiques des courses comme Unbound, comme Traca. Les événements qui sont hyper populaires, finalement. D'y aller avec où est-ce que les gens sont. Plutôt que de créer un genre de truc que les gens sont comme, c'est pas là qu'on est. Là. Ouais, c'est pas comme un Strade Bianchi, genre, ou... Ouais. Mais tu sais, t'as pas peur que la largeur des pneus soit réglementée, que la géométrie des bikes ait comme trop de règles qui se rajoutent à ça, tu sais. C'est vrai que c'est un peu inévitable, un peu comme en cyclocross. Ouais. Non, t'as raison, parce que c'est ça que... on sait tous que les règlements de DGC, c'est un peu là... Ils font pas bien en mettre des règles. Genre, c'est par rapport à le width des guidons et tout. C'est sûr que récemment, on se demande c'est quoi les objectifs derrière ça. C'est toujours la sécurité, honnêtement, mais c'est que des fois, c'est pas... pour les femmes, c'est pas sécuritaire. C'est ça, c'est juste que c'est pas adapté. C'est jamais proportionnel. Nous, on en parle souvent à la clinique, dans le sens que des vraies règles, ça devrait être en fonction... T'as une charte de multiplication pour avoir des proportions hommes puis des proportions femmes. Puis... mais ça demande beaucoup plus de travail quand les gens passent à la jig, ils sont comme, OK, toi, combien tu mesures? Puis là, il faut tout qu'on calcule, mais effectivement. Mais la segmentation, c'est... Moi, j'avais une question d'ultra. Je reviens avec... je savais pas que tu avais étudié en anthropologie, fait que là, je suis comme full... j'ai plein de questions d'anthropologie. Je pense. Mais, je sais pas. Mais si on s'attarde à la définition de l'ultra, mais sous une perspective de genre... Combien de layers de toi-même tu dois éplucher pour que ça se qualifie d'ultra? C'est bon, c'est. Ouh! Parce qu'il y a ça, là, c'est un peu... Je pense qu'on peut avoir la définition en termes de durée, mais au final, la durée, elle reflète un peu l'espèce de... Tu veux juste te faire valider dans... Oui, je veux. Tu fais pas un 24 heures. Laisse-moi finir de poser ma question pas claire, OK? S'il vous plaît. Mais je pense que la question, c'est pas... Est-ce qui est un ultra dans ce contexte, ça va être plus ce que tu viens de faire, soit si c'est un 100 km, 200, ton premier 50, c'est plus de te permettre à pousser tes limites sur un vélo. C'est plus ça la question. Toi, dans ta vie, le dépassement de soi, ça prend quelle place, mettons, dans les décisions que tu prends quotidiennement, mettons?
Peux-tu répéter la question? Tu sais, mettons, l'idée de vouloir dépasser tes propres limites à toi, tu donnes combien d'espace à ce concept-là dans les décisions que tu vas prendre, tu sais? En dehors du bike. Ouais. Non-bike related. Ben là, elle t'a déjà dit qu'elle était partie à 22 ans en Europe. Ben, je pense que c'est beaucoup. Ouais, j'allais dire, il n'y en a pas de limite. Mais Honnêtement. c'est-tu comme central que la majorité de tes À ta décisions... vision, ouais. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas de limite. Genre, tu devrais pas te limiter. Dans la vie, si tu as une opportunité, prends-le. Même si tu vas avoir peur ou tu sais pas ça va être quoi le outcome, il faut quand même le prendre parce que toi-même, tu vas apprendre. Tu dirais que c'est quoi le plus gros outcome d'avoir vécu en Europe comme ça? Un peu à l'international? J'ai complètement changé comme personne. J'ai appris beaucoup sur moi-même, puis aussi sur le monde, genre comment les cultures fonctionnent. Puis juste de prendre un avion, puis aller vivre ailleurs, qui est pas super loin, c'est genre 7 heures. C'est comme tellement différent, c'est une autre culture, un autre environnement. Puis de faire des connexions avec des gens juste tout autour du vélo, en fait. Mm-hmm. Puis qui parlent différentes langues, qui ont complètement une autre réalité, mais tu peux quand même avoir une connexion autour du vélo, ce qui a toujours été cool. Dans l'aspect culture, on parle souvent de culture à la clinique parce qu'on parle de culture du vélo, on parle de culture de... la culture, pour toi, maintenant que tu as vécu à ces endroits-là, c'est quoi la culture de Montréal puis du Québec autour du bike? Comment tu qualifies ça quand tu vas, mettons, en parler avec des Européens ou d'autres gens dans le monde puis qu'ils se demandent, ça ressemble à quoi la culture à Montréal maintenant que tu as vécu d'autres choses? Avec un regard, une perspective différente maintenant? Je dirais que la culture à Montréal est très pure et aussi très authentique. Puis c'est très aussi grounded parce qu'on a moins de possibilités de juste aller prendre un avion ou aller sur un train puis aller à une autre course dans un autre pays ou dans une autre ville. Puis de rencontrer d'autres gens qui parlent d'autres langues et tout. Mais là-bas, c'est c'est normalisé. Puis c'est aussi comme un peu un privilège. Puis les gens, je pense, les réalisent pas. Non, parce qu'ils sont là-dedans tout le temps. C'est ça, exact. Donc, ici, tout le monde est plus uni ou... C'est serré, comme on dit en français. Ouais, tight-knit. Tight-knit. C'est ce qu'on dit, c'est serré. Depuis que je suis de retour de Berlin, Berlin, c'est énorme. C'est comme 2-3 fois la grandeur de Montréal, presque. Wow. Je dirais comme le métropole, en fait. Le métropole. Ouais. Mm-hmm. Juste pour te rendre de l'autre bout de la ville, puis encore être au métropole, ça prend comme 12-13 km des fois. Donc, c'est quand même grand. Puis, depuis que je suis de retour, je dis tout le temps, Montréal, c'est un village. Ah ouais? Ouais, c'est un village. Dans un sens, parce que... Ouais. C'est parce que là, les gens de Québec ne seront pas contents parce que moi, c'est ça, le village, c'est Québec. C'est ça. On va juste les titiller un petit peu. Là. Ouais, ben, c'est ça, c'est perspective. Ouais. Tu es un kiné ou un physio et tu veux aller plus loin dans la prise en charge de tes cyclistes pour leur offrir confort et performance, eh bien, chez Physio Vélo, on enseigne la méthode PBF, Physiotherapy Led Bike Fitting. Donc, un bike fitting guidé en physiothérapie avec un protocole qui nous permet de bien comprendre, de bien tester et de bien analyser les douleurs cyclistes. Inscris-toi à notre prochaine cohorte pour les séminaires en Europe en partenariat avec la Fédération française de cyclisme en novembre 2025 prochain. Ensemble, on va partager 3 jours de séminaires pratiques en plus de la théorie hybride en e-learning. Vous allez devenir un expert et changer votre carrière. Inscrivez-vous aux formations Physio Vélo dès maintenant. J'ai goût qu'on parle d'inclusion du monde du gravel, de
toi, comment tu as vécu ça? Parce que je veux pas, quand on est une femme, la perspective est vraiment différente, même par rapport au nombre de participants. Est-ce que ces disciplines-là sont suffisamment... ou, tu sais, c'est quoi le vibe par rapport à... Tu sais, t'as fait de la route, t'as été un fixie goon. C'est quoi ton vibe sur l'accessibilité de ce sport-là? Au lieu d'inclusivité plus accessible. Est-ce que c'est accessible? Le vélo en général? Le gravel. Le gravel. En général, juste faire du vélo, ça peut être difficile pour des gens de le commencer. Mais si les gens questionnent s'ils devraient, puis ils veulent, il y a une partie d'eux, ça les intéresse. Moi, je dis juste go it, do it. Embarquer sur un vélo. Peu importe qu'est-ce que c'est, le vélo, honnêtement. Tu vas juste apprendre. Parce que si tu le fais pas, tu vas jamais apprendre. Puis c'est des baby steps. Genre, si tu as juste fait 30 km de ta vie du vélo et tu veux te rendre à faire une ride de 100, 150, il faut commencer quelque part. Puis, n'aie pas peur d'essayer. Est-ce que tu sens qu'il y a des gens comme ça? Est-ce que tu sens que cette crainte-là, parce que là, toi, tu nous parles d'une perspective où tu es capable d'accomplir des espèces de distances qui semblent impossibles pour moi, pour bien des gens, surtout au pace, à la vitesse puis au power output que tu les fais. Est-ce que tu sens que les gens sont intimidés par ces ultra-distances-là? Parce que quand on parle de très, très longues distances, est-ce que, parce que nous, on a plein de gens en clinique qui sont intimidés par faire un 100 km, puis tant mieux parce qu'ils sont en train de commencer, puis un jour, qu'ils fassent 30, 60 ou 90, l'important, c'est qu'ils fassent du bike, qu'ils soient confortables. Mais est-ce que tu penses que cette tangente-là, tu vois-tu des fois dans des groupes de bike que, par exemple, tu fais des social rides, puis les gens sont comme... Ils trouvent ça... intimidant, là, le fait que les courses sont rendues tellement longues, parce que je sais pas, y a-t-il des courses quand même pas trop longues en gravel, des fois? T'as genre Big Red. C'est quoi le plus court? T'as comme le Little Red, genre 70, puis t'as... OK. Gravelousé, c'est 70 cette année, le plus court. Good. Fait qu'ils ont quand même essayé d'adapter un peu autour de une distance entrée que tu sais que tu vas survivre. La distance Guillaume, là. Ouais, c'est ça. On l'a appelé comme ça. La daddy distance. Daddy not in shape distance. OK, great. J'aimerais ça qu'on parle un peu vers la fin. Tu viens de faire un voyage récemment Montréal-New York avec un show de polo et pan à la fin. Yes. Il y a un de tes amis, je t'ai envoyé un message l'autre fois, j'ai écouté ça en m'entraînant, là, de vidéos que vous avez faites. C'était super bon, c'était vraiment cool. Parle-moi un peu de faire Montréal-New York. Moi, c'est une distance, honnêtement, que quand j'ai écouté votre vidéo, j'ai eu le goût de la faire. Puis je vais la faire avec Phil, parce que Phil, il se met tout le temps devant de moi. C'est lui qui me coupe le vent quand on fait des sorties. Fait que Phil, t'es avisé. C'est toi qui tires. C'est toi qui tires en avant. Parle-moi de ce voyage-là. Vous avez fait ça, 3 jours? Ouais, dans 3 jours. En fait, c'était un crew de LA, New York, Chicago. C'est des amis de fixe. C'est quoi cette gang-là? C'est juste du monde dans l'industrie, dans la communauté, qu'on était tous mis dans un groupe chat. Par qui? Puis par un gars, Cody, qui a commencé son propre bike shop à LA. OK. Ça, c'est le monsieur un peu plus vieux dans le groupe? C'était-tu lui? Il y avait un monsieur avec un... Il y avait un nice bike, là. Il y avait comme le Colnago? Il y avait non, pas... Mais c'est lui qui roulait le Colnago. Il y avait un autre gars qui avait un bike. Le gars, il était tout le temps genre en T-shirt, puis il y avait un bike custom built. Là, ça, c'est Terry. Ça... Terry B. Son le bike... man, the myth, the legend. Pour vrai, genre, j'ai écouté la vidéo, on le voit 3 minutes dans cette vidéo-là de 40, puis genre, j'étais comme ce gars-là, je veux le rencontrer. C'est genre la legend Fixie Goon. Oh, ouais. Man, ouais. C'était quoi son bike custom? Un Vice. C'est en titane. C'est fait à main. À raccord, là. Faut que je te montre ça, Phil. À New York. Une belle machine. Bref, excuse-moi. Fait que vous étiez comme tout par le gars qui avait le Colnago. C'est le gars qui avait le Colnago qui vous a fait le group chat. Puis dans le temps, je travaillais, je faisais du freelancing pour Rouleur, le magazine de bike. Puis on voulait faire un collab avec le documentaire qu'on allait shooter, puis tout l'event autour, avec des sponsors et des brands. Tu parles de Montréal-New York? Ouais. Okay. Donc, j'ai embarqué le temps, puis j'ai aidé un peu Cody à
à gérer la fin de semaine, puis les bookings, puis voir combien de gens on va avoir, puis des hôtels, etc. Puis c'est ça, il y a plein de monde qui ont dit oui, on achète notre billet. Puis aussi, on voulait... en fait, le but, c'était d'aller à Montréal pour voir le Grand Prix cycliste. C'est ça, donc on s'est tous rencontrés à New York. Je connaissais juste, je pense, 3, 4 personnes du groupe. Parce qu'il y avait qui québécois? Il y avait Antoine Fabry qui était là? Antoine, Phil, OK. puis moi. Juste nous trois, les Kebs. Puis... Good job, t'as plugué en plus Hawaii à la maison dans le vidéo. Fait que ça, c'est bon. Il y a beaucoup de monde qui t'en parlé de ça? fiers de ça. Les commentaires, j'ai vu, sont comme Hawaii à la maison. C'est bon. Ouais, puis on a tout meet up Central Park. Puis on avait un mécano, Mar, de New York, qui nous suivait tout le long des 3 jours avec tout notre gear dans l'auto. Puis on dormait à des mini-motels pendant 2 nuits. Et c'était des distances aux premières journées, 280. Ça va être une grosse journée, là. 3000 mètres dénivelé. Ça, c'était j'ai dit première journée. Hein? Ouais. Ouais. Deuxième journée, 285, 4000 mètres dénivelé environ. Puis troisième journée, genre 150, je pense. Puis qu'est-ce qui faisait squick, crack dans le bike du gars, là? Ouais. Son bike, Andrick, my homie. Je pense que c'était son hub. Son hub qui était complètement... 280 kilos de hub qui craque. Je te dis, il y avait de l'air Après dans le 10, tu dois Mais une tanner, chance, là. on avait genre des deux... un wheelset de spare. OK. Puis un des gars, en fait, dans le groupe, un de ses spokes a pété. Donc, il a pris la roue avant. Puis Andrick a pris la roue arrière. Donc, c'était vraiment parfait. Ça a comme réglé le truc. Ouais, ça a réglé. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année 2026? À date, j'ai pas encore de plan. To be determined. Les Atlas Mountain, il y avait de l'air quand même d'être un plan. Ouais, à un moment donné, I promise. Est-ce que tu repars en Europe? Je pense que oui. Ouais. Guys. Ben, je te laisse le dire à tes parents avant. Là. Tu t'ennuies de ta famille, puis finalement, tu t'ennuies de là-bas plus. Hein? Ouais. Ouais, I think l'Europe, it's calling me again. Ouais. Donc, à voir. Puis qu'est-ce que tu... pour quelle raison tu dirais aux gens d'aller explorer un peu la culture du bike en Europe pour un mot de la fin, là, parce que là, tu as vraiment l'air d'avoir trouvé ton vibe de liberté en bike là-bas. C'est-tu la liberté? C'est quoi l'Europe? Je pense que c'est plus la liberté. Ouais, c'est la liberté de pouvoir rencontrer beaucoup de gens, apprendre sur la solitude aussi, apprendre sur toi-même. Puis pas te confine à genre un endroit. Tu peux te retrouver encore, comme j'ai dit, tu peux être perdu dans une ville. Tu peux aussi être perdu dans les montagnes et te sentir seul dans une ville avec des milliers de personnes, puis te sentir seul dans les montagnes. Donc, explorer ça, puis voir où la vie t'amène, I guess. C'est extrêmement privilégié de dire ça aussi, de savoir que tu peux choisir ça. Puis savoir que, tu sais, je peux toujours revenir à Montréal puis avoir ma famille puis mes amis puis savoir que j'ai une vie en sécurité ici aussi. Pas tout le monde a ce privilège. Ouais. Mais c'est pas facile de juste partir puis essayer de construire une autre vie. Il y a beaucoup de challenges. Puis ça va toujours être difficile. Mais c'est ça fait partie du journey. C'est ça que tu as le goût de faire. Fait qu'on te souhaite liberté et explorer. I guess. Make sense? Ouais. Ouais, même si ça peut être quand même difficile sur ta santé mentale, pour être vraiment honnête. C'est un peu ça. J'ai un burn-out. Mais just trust your gut, je dirais. Ouais. Bon, on te souhaite un peu de douceur puis un peu de liberté dans ce cas-là. Ouais. Merci, Amanda. Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. En 2025, on se retrouve à tous les lundis avec un nouveau podcast. Donc, abonnez-vous et partagez la bonne nouvelle avec vos amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!